Alors le bon mode d'emploi, c'est d'abord le stimuler à bon escient et régulièrement. C'est-à-dire qu'il faut multiplier, diversifier les actions stimulantes. Ça peut être dans le travail s'il s'agit d'une tâche intellectuelle, mais il faut quand même diversifier. Ensuite, par l'activité physique, et très important aussi par les loisirs. Et en même temps, je dirais, il faut assurer une communication humaine qui soit riche. Parce que la communication humaine apporte la libération d'une hormone qui est connue maintenant, l'ocytocine, qui est responsable en grande partie de l'empathie, mais qui procure aussi une excellente arme anti-stress. Alors c'est un peu vrai, c'est-à-dire que la volonté, le pouvoir, l'expression de la domination est une forme naturelle d'expression du cerveau au niveau du lobe préfrontal, qui est fortement développé chez l'homme. Mais c'est vrai en même temps que, comme l'homme au cours de l'évolution des hominidés, a développé beaucoup une vie en communauté, une vie grégaire, cet aspect domination qui frise un peu parfois l'agressivité, c'est un peu ralenti. Alors on peut penser que chez certaines personnes qui, très vite, dès leur jeune âge, ont envie de dominer, d'exercer un pouvoir dans leur travail, etc., ou même chez les hommes politiques, hein, ça se voit, il existerait soit des gènes de prédisposition qui font fonctionner ces réseaux du cerveau de façon plus marquée que chez d'autres. Donc ils seront probablement moins dans l'empathie, moins dans la communication et plus dans le désir de pouvoir et dans la domination. Bon, ça, je crois que c'est peut-être possible dans le domaine de la neuropsychologie. On sait actuellement que les neuropsychologues, ou même parfois les psychiatres, utilisent ce genre de tests, notamment quand ils doivent caractériser en quelque sorte un profil d'un éventuel criminel. Voilà. Ils arrivent quand même à avoir un certain nombre de critères pour donner un profil plutôt dominateur, plutôt en soumission, etc. Donc oui, c'est possible. Mais alors après, l'adapter à des choses, disons, de la vie professionnelle pour une utilisation à caractériser par exemple quelqu'un dans son devenir professionnel, ça je ne sais pas si c'est encore possible. Oui, alors c'est vrai que les données de l'imagerie montrent que le cerveau n'est pas fini avant l'âge de 25 ans, ça c'est démontré. Par contre, jusqu'à l'âge de 15-16 ans, c'est-à-dire avant que le cerveau passe vraiment ce qu'on appelle au haut débit, c'est-à-dire qu'il y a un isolant qui pousse autour des autoroutes du cerveau, ce qu'on appelle les axones, et cet isolant permet de transmettre l'information de façon beaucoup plus rapide. Donc c'est pour ça que la vitesse d'exécution est maximale entre 15 et 30 ans. Mais je dirais que avant 15 ans, au moment où les connexions continuent d'être très changeantes, très plastiques, c'est là où l'apprentissage est majeur. Par exemple, pour apprendre une langue étrangère, il vaut mieux démarrer largement avant l'âge de 15 ans, c'est plus propice. Ou pour apprendre la musique ou des choses comme ça, c'est mieux. Ça ne veut pas dire qu'après c'est pas possible, mais ce sera un petit peu plus difficile. Parce que les gros réseaux sont déjà câblés, alors qu'avant l'âge de 15 ans, très peu de réseaux sont correctement câblés. Non, alors c'était une vision de ce qu'on appelle les phrénologues, c'est-à-dire des médecins du 19e siècle qui regardaient la forme du crâne à l'intérieur en ayant retiré le cerveau, et ils voyaient certaines échancrures qui pouvaient correspondre à telle ou telle forme de capacité ou d'intelligence. Mais en fait, ça ne correspond à rien.